avant de rentrer dans le détail des compositions chimiques du manteau, nous devons tenir compte d'un certain nombre de contraintes desquelles nous devrons tenir compte dans tout raisonnement que nous faisons sur l'évaluation de la composition chimique de cette partie. Alors, les premières contraintes sont les contraintes cosmochimiques, c'est-à-dire qui sont liées à l'étude des météorites qui nous proviennent de la Lune, du Soleil, des comètes, de Mars et d'autres corps célestes. Alors, elles permettent d'avoir une idée sur les différentes étapes qu'a suivi notre planète Terre depuis sa première individualisation. À partir du système solaire, donc il s'est formé à partir de la nébuleuse, dite la nébuleuse solaire, avec condensation des gaz et des poussières, pour former donc un premier corps qui a une composition proche d'une C1 chondrite, sauf pour l'hydrogène, l'azote et les gaz nobles. Alors, la composition de ces différents corps est variable, puisque les différentes météorites qui nous viennent sont de composition variable, de densité variable, témoignant que ces différentes planètes du système solaire sont de composition variable. Alors, quand on étudie les météorites ferreuses, c'est-à-dire ces météorites qui ont une très très forte densité et que l'on cherche souvent par des aimants dans les Saharas ou ailleurs, c'est un des critères, c'est leur magnétisme fort parce qu'ils sont riches en fer. Elles montrent, quand on les regarde en la masse, on trouve qu'elles contiennent des ségrégations de liquides métalliques. On les trouve aussi des inclusions de silicates. Cela veut dire qu'à une certaine étape de l'évolution de certains corps planétaires, la ségrégation du fer et des silicates euh, a pris place dans les roches parentes. Ce sont des preuves directes. Alors, si on prend toutes les météorites et qu'on détermine leur âge, notamment celle que je viens de citer, on trouve que leur âge n'est pas fondamentalement différent de celui des chondrites. Alors, cela veut dire que ces processus de ségrégation ont débuté très rapidement après l'individualisation de ces planètes. Enfin, notre Lune, qui est un de ces corps célestes qui est le plus proche, qui est en fait un satellite de la Terre, semble avoir un océan magmatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Lune, comme vous le savez, elle a une partie externe qui est formée par des roches riches en plagioclase, que l'on appelle les anorthosites, et qui sont et qui ont tous les critères de roches ayant cristallisé à partir d'un magma dans lequel les plagioclases ont pu euh, fractionner en allant vers l'extérieur de la planète grâce à leur faible densité. Alors, ça veut dire qu'elle était fondue, que la Lune devait être fondue, et cette partie fondue, on l'a appelée un océan magmatique. Alors, si la Lune est issue d'une collision entre une grosse météorite et la Terre pour lui arracher un bout qui va former la Lune, donc probablement dans ce schéma-là, la Terre a dû avoir aussi un océan magmatique. Peut-être. Nous en reparlerons à la fin de cette partie. On peut résumer toutes ces étapes donc enregistrées dans les différents types de météorites avec ces trois figures. La première donnant une idée, si on veut, de la composition chondritique de la Terre globale de départ, à partir de laquelle donc il y a eu ségrégation des liquides ferreux qui ont migré vers l'intérieur de la Terre et migration donc des silicates dans la partie manteau. À ce niveau-là, avec des gazages et déshydratation qui ont amené donc à une formation d'une proto, hydro et atmosphère et un manteau que l'on appellera un manteau primitif. On reviendra sur cette notion un petit peu plus tard. À partir de là et un petit peu plus tard, le manteau a commencé lui-même à subir une différenciation, notamment par les fusions partielles successives, à partir de laquelle donc a été extraite la croûte océanique puis la croûte continentale, avec développement plus important de l'hydro et l'atmosphère.
Voilà donc un schéma global qui nous est imposé par les contraintes cosmochimiques et duquel nous devons tenir compte pour le calcul de la composition de notre manteau. Toutes les études directes, comme celles faites par les pétrologistes sur les échantillons de manteaux relevés par exemple dans les œophyolites, ou les études indirectes faites par les géochimistes ou les géophysiciens, toutes ces études convergent donc vers un manteau de composition ultramafique et formé précisément de péridotites, c'est-à-dire ces roches dont la quantité d'olivine est supérieure à 40% en pourcentage poids. Alors ce sont des lerzolites, des péridotites à 2-pyroxène, des harzburgites, des péridotites à orthopyroxène ou des berlites, des péridotites à clinopyroxène. Peuvent s'y ajouter évidemment des dunites, des roches à plus de 90% d'olivine, ou des pyroxénites qui peuvent être des websterites à olivine, etc. Ceci constituant, comme vous le savez, la classe 16 de Strikeisen, la classe des roches ultramafiques. À ces minéraux essentiels s'ajoute une phase alumineuse qui peut être représentée par le grenat, le spinel et le plagioclase en fonction de la profondeur et donc de la pression. Comment ce diagramme permet d'appréhender les domaines de stabilité des différentes lersolites à grenat, plagioclase ou spinel. Alors, c'est un diagramme qui, ici vous avez la température, ici vous avez la pression et vous avez les profondeurs correspondantes. Il s'agit ici d'un diagramme expérimental fait sur l'erzolite ici, l'erzolite, donc orthopyroxène plus clonopyroxène plus olivine, plus de 40% d'olivine. Cette lerzolite a un liquidus au-delà duquel elle est entièrement liquide, il est là, donc on peut voir comment il évolue avec la température et la pression, et un solidus en deçà duquel, en deçà de ces conditions-là, il est solide. Entre les deux, ici, vous avez donc le domaine d'équilibre cristaux-liquide. Quand on va vers ce sens-là, on est dans le sens de la fusion, et quand on va dans ce sens-ci, donc vers la baisse de température, on est dans le sens de la cristallisation. Peu importe. Nous avons ici donc les profondeurs de 0 à 100, 200, 300, 400 km pour des pressions donc données en gigapascal. Et vous voyez ici que la lerzolite, donc formée par olivine, orthopyroxène, clinopyroxène, à ces profondeurs-là, à cette pression-là, c'est le plagioclase qui est la phase lumineuse, à une pression plus importante, c'est le spinal, et à une pression encore plus importante, c'est le grenat. Au-delà, et nous allons en parler longuement, ce sont des phases de haute pression que nous allons, sur lesquelles nous allons nous pencher de façon relativement approfondie. Bien. D'autres contraintes s'imposent à nous donc pour vérifier que les choix que nous faisons de la composition chimique et minéralogique du manteau sont bons. La première étant que ces compositions doivent être conformes à celles des xénolithes remontés par les magmas basaltiques issus du manteau. Par exemple, ici vous avez deux xénolithes, un ici et un là, ils correspondent à des péridotites, peut-être même des dunites, tellement le minéral vert est abondant. Les autres minéraux, c'est des pyroxènes. Alors, et là, toute cette partie-là correspond donc aux basaltes qui ont arraché et amené les xénolithes vers la surface où ils ont cristallisé ici. Vous avez leur texture microlithique typique. Si on analyse la composition des xénolithes et leur fréquence, par exemple sur ce diagramme olivine, clinopyroxène, orthopyroxène, comme celui qu'on a défini tout à l'heure, nous remarquerons que la fréquence des xénolithes se répartit suivant ces nuages, où on a donc, pour l'essentiel, des compositions de péridotites, de lerzolite essentiellement, et de harzburgite ici, c'est-à-dire les péridotites à orthopyroxène. On peut aussi avoir des dunites. La contrainte suivante est relative à la vitesse des ondes sismiques. Alors, quand on va proposer une composition minéralogique
de ce manteau, nous devons normalement faire des expériences dessus pour calculer les vitesses des ondes sismiques, et celles-ci doivent être conformes aux vitesses que l'on relève dans le globe terrestre. Elles vous sont données ici, la vitesse en kilomètres par seconde en fonction de la profondeur et donc de la pression pour les ondes P et pour les ondes S. À chaque fois que nous avancerons dans notre réflexion, nous comparerons la vitesse mesurée sur les compositions théoriques que l'on va définir et on va les comparer à ici pour confirmer ou infirmer le travail que. Enfin, l'approche donc qui proposera une composition chimique et minéralogique devra répondre aux critères de la densité, c'est-à-dire que cet assemblage minéralogique, cette composition chimique qui est proposée doit être conforme en termes de densité aux données que nous avons sur l'intérieur du globe terrestre, ici montré sur le diagramme de la densité par gramme par centimètre cube en atmosphère en fonction de la profondeur, de 0 à 800 km de profondeur. Vous remarquerez que la densité des roches augmente, et elle n'augmente pas de façon régulière, elle augmente par à-coup, c'est-à-dire que les assemblages minéralogiques à différentes profondeurs de la Terre change de densité. Cela doit être tenu en compte dans cette approche. Tenant compte de tout cela, nous pourrions par exemple considérer que les échantillons que nous avons du manteau représentés soit par les xénolithes remontés par les basaltes, soit par les parties péridotitiques des ophiolites, sont ou représentent ce manteau d'un point de vue minéralogique et chimique. Mais un certain nombre de précautions doivent être prises. Ce sont par exemple les effets des processus secondaires sur ces roches. Par exemple, les processus de fusion partielle, les processus de métamorphisme prograde ou rétrograde, et les interactions de ces différentes roches avec les magmas. Tous ces processus peuvent modifier la composition chimique de ce manteau tel qu'on l'aura approché par les différentes méthodes. Il ne faudra pas non plus oublier que ces roches proviennent plutôt de parties du manteau supérieur et le manteau inférieur. Quelle composition a-t-il? Quels sont les minéraux qui le forment, etc.